Cela doit être l'une des formes de punition les plus inhumaines jamais inventées, et était la peine la plus extrême disponible dans le droit anglais pour ceux qui étaient coupables de haute trahison, qui était considérée comme l'attaque la plus grave contre l'autorité du monarque. Ceux qui étaient punis de cette manière étaient considérés comme sous-humains, et le déshonneur, la douleur et la cruauté qu'ils subissaient étaient censés créer une division entre eux-mêmes et le public. Le message étant qu'un homme normal ne serait pas fait pour souffrir 3 morts. Seuls des hommes pouvaient être tués de cette manière. On pensait que c'était trop indécent d'exposer le corps d'une femme de cette façon. Par conséquent, une femme reconnue coupable de trahison serait soit brûlée sur le bûcher, soit décapitée, ce qui, en y réfléchissant, n'est pas vraiment beaucoup mieux. Le statut déclarait, je cite, que le prisonnier doit être sorti de la prison et traîné sur le sol, attaché à la queue d'un cheval et conduit à la potence ou au lieu d'exécution, puis pendu par le cou jusqu'à ce qu'il soit à moitié mort, puis abattu, et ses entrailles doivent être sorties de son corps et brûlées par le bourreau. Ensuite, sa tête doit être coupée, le corps divisé en quartiers, et ensuite sa tête et ses quartiers doivent être placés dans des endroits ouverts indiqués. Il était habituel que le bourreau ouvre la poitrine, retire le cœur et le présente à la vue du public captif. Il dirait alors « Voici le cœur d'un traître ». L'expression pendu, éviscéré et écartelé est quelque peu déroutante. Il se pourrait que la partie dessin de la punition vienne en premier, pas la pendaison. Les historiens ne s'accordent pas sur l'interprétation du dessin comme torture de la victime, vers la potence comme méthode de transport, ou l'extraction des intestins lors du processus d'éviscération. Peut-être fait-il référence aux 2 actes. Dans l'épisode du jour de notre série sur les peines médiévales, nous explorons ce que signifie être pendu, dessiné et carté. Bienvenue à la folie médiévale. Dessin. Un détenu pourrait être conduit sur une grande distance de la prison au lieu d'exécution. Au Moyen Âge à Londres, le trajet depuis la prison de Newgate était de 3 miles entiers en dehors de la ville. Des foules moqueuses auraient été entassées tout le long du trajet, hurlant des insultes et jetant toutes sortes de déchets et de saletés, certaines attaquant même le captif. Cela pourrait les laisser en agonie avec des ecchymoses douloureuses, des plaies et parfois même des traumatismes par force contondante, des os brisés et des organes rompus, avant même que la véritable torture n'ait commencé. Après la période médiévale, il est devenu coutumier d'attacher le prisonnier à une luge, une haie ou même un panneau de bois et de le traîner au lieu de l'attacher à un cheval. Pendaison. L'étape suivante était la pendaison. Une corde serait attachée autour du cou de l'homme condamné avant qu'il ne soit pendu et suspendu à une échelle ou à la potence. Parfois, on utilisait une poulie. Il serait laissé à s'étrangler lentement. Imaginez la panique avec la corde se resserrant autour de son cou, les yeux exorbités, se débattant et cherchant une prise avec ses jambes. Imaginez l'accumulation de la pression dans sa tête, comme si elle était constamment gonflée avec de plus en plus d'air. La pression s'accumule tellement qu'il a l'impression qu'elle va exploser et le bruit de son cœur qui bat la chamade dans ses oreilles. Juste avant qu'il ne perde connaissance, il perd le contrôle de sa vessie et de ses intestins, l'urine coulant le long de ses jambes et se salissant. Puis, vacillant au bord de la mort, il serait jeté sans cérémonie au sol, désorienté et souffrant, ses yeux et gorge brûlent. Le seul espoir était une mort prématurée à ce stade, comme beaucoup de victimes l'ont fait. Mourir accidentellement par la corde avant d'atteindre les dernières étapes de ce châtiment. Dessiné à nouveau. Ensuite, l'abdomen du traître était ouvert de l'aine jusqu'au sternum et ses intestins étaient sortis. Ces derniers seraient brûlés devant lui sur un brasier ouvert ou un feu. Le libellé de la loi a été modifié ultérieurement pour y inclure le supplément de dépravation. Vos membres seront coupés et vos entrailles seront prises et brûlées devant vous. Il semblerait que la victime puisse sentir non seulement ses entrailles cuisinées, mais aussi ses parties intimes. Perdre connaissance serait une bénédiction, mais beaucoup restent conscients à ce stade, voyant leurs propres entrailles brûlées. Le moment exact de la mort ne peut être connu, mais pour être absolument sûr, le bourreau retirait le cœur et le brûlait également, avant de décapiter le corps. Imaginez le public regardant ce spectacle,
écœuré et pourtant en même temps morbide fasciné. Tout comme vous, chers spectateurs. Le Lord Chief Justice Elizabethain, Lord Edward Coke, a qualifié le processus de boucherie divine. Écartèlement. Enfin, la victime a été écartelée. Cette action finale a été réalisée comme un acte ultime d'humiliation et comme une démonstration du pouvoir absolu du monarque. Les 4 membres ont été retirés du corps, et avec la tête, ils ont été envoyés dans différentes parties du pays pour être exposés aux portes des villes, comme un avertissement des conséquences de la trahison du roi. Les parties séparées auraient pu être conservées dans un mélange d'épices qui empêcherait la chair de se gâter le plus longtemps possible. Les lieux habituels pour exposer la tête sur des pics étaient la Tour de Londres, la salle de Westminster et le pont de Londres. William de Maresco. Vers 1150, les Newmarks ont loué l'île de Lundy dans la Manche à la famille de Marisco. Mais en 1155, le roi Henri II monta sur le trône anglais et décida de donner l'île aux Templiers. Cependant, les de Mariscos ont refusé de renoncer à leur île et ont commencé à l'utiliser comme base pour des raids de pirates sur tous les navires de passage le long de la côte nord du Devon. Ils ont même promis leur soutien aux Écossais et aux Français contre le roi. Le chroniqueur et moine du XIIIe siècle, Matthew Paris, a écrit qu'en 1238, un homme d'armes a tenté d'assassiner le roi Henri. Il a été capturé et par conséquent exécuté. On a découvert qu'il avait été envoyé par William de Morisco. Le roi a ordonné une descente sur Lundy, William et 16 complices ont été amenés à Londres. Morisco a été condamné pour trahison en 1242. Sous les ordres du roi Henri, et dans ce qui semble être un précurseur de la pendaison, du dessin et du cartage, Morisco a été, je cite, déchiré, puis décapité, et son corps divisé en 3 parties. Chaque partie a ensuite été traînée à travers l'une des principales villes d'Angleterre et a ensuite été pendue à un gibet utilisé pour les voleurs. Le dernier prince. C'est sous le règne d'Édouard Ier, une quarantaine d'années plus tard, que la peine a été exécutée dans son intégralité pour la première fois. Dafydd ap Gruffudd était le dernier prince de Galles avant que le pays ne perde son indépendance face aux forces anglaises. Édouard a réprimé un soulèvement mineur en 1277 au pays de Galles, mais à Pâques en 1282, Dafydd a attaqué le château de Holwarden et a déclenché une seconde rébellion. Cette fois, Édouard a réagi par une guerre à grande échelle. En janvier suivant, Édouard avait encerclé la base galloise de Snowdonia avec une énorme armée, mais Dafydd et ceux qui ont survécu, je cite, se sont réfugiés dans les rochers inaccessibles de Snowdonia et Dafydd, avec quelques partisans, s'est caché pendant quelques mois à différents endroits et a souffert de faim et de froid. Finalement, il s'est réfugié dans un marais avec sa femme, ses 2 fils et ses 7 filles. Son lieu de retraite était connu d'Einon, l'évêque de Bangor qui l'a lâchement trahi. Dafydd a été capturé et condamné à mort. Mais ce genre de crime contre l'autorité du roi, qui est devenu connu sous le nom de haute trahison, nécessitait une punition horriblement appropriée, donc la sentence de 3 morts a été jugée appropriée. Griffith a été traîné dans les rues de Shrewsbury attaché à la queue d'un cheval. Il a été pendu vivant pour l'accusation d'avoir tué des nobles anglais. Ensuite, parce qu'il a été reconnu coupable de sacrilège pour avoir commis ses crimes pendant la semaine de la Passion du Christ, il a été découpé, éviscéré et contraint de regarder pendant que ses entrailles étaient brûlées devant lui. Finalement, pour avoir conspiré contre le roi, son corps a été divisé en 4. Le bras gauche a été envoyé à Bristol, le droit à York, la jambe gauche à Hereford et la droite à Northampton. Sa tête a été exposée à la Tour de Londres, après avoir été lié en fer et placé sur une pointe. Il a été la première personne importante de l'histoire à être pendu, éviscéré et écartelé. Toutes les bonnes intentions. Yorkshire, Angleterre, octobre 1322. Sous le commandement de Robert le Bruce, les Écossais ont écrasé l'armée anglaise. Le comte de Richmond a été fait prisonnier, et le roi Édouard II, qui n'avait pas participé à la bataille d'Old Byland, s'est échappé à York en abandonnant une grande quantité de trésors et le sceau de l'Angleterre en route. Andrew Arklay, premier comte de Carlisle, n'a pas réussi à envoyer ses troupes aider le roi à temps. La défaite l'a convaincu que la guerre contre l'Écosse était futile, donc début 1323 à son insu. Arklay a signé un traité de paix avec Robert le Bruce pour le roi Édouard.
Cela marquait la fin de la guerre et l'indépendance de l'Écosse. Édouard a déclaré que Harclay devrait être arrêté pour trahison. Il a été accusé à Carlisle sans avoir droit à un procès. Dépouillé de ses vêtements et éperons fendus, il portait ses robes de propriété. Et son épée a été brisée sur sa tête. Il a été jugé traître. Digne jusqu'au bout, il a souligné n'avoir agi que pour le bien de son pays. Il a été pendu, éviscéré et écartelé. Son corps a été exposé à Newcastle, Carlisle et Dover. Sa tête a été montrée au roi à Knaresborough, coïncidence, la belle ville où j'ai grandi, avant d'être exposée sur le pont de Londres. La sœur de Harclay a imploré le roi de lui restituer les restes de son frère pour un enterrement chrétien approprié. Sa requête a été approuvée en 1328. La tête de Harclay était exposée depuis 5 ans à ce stade. Son neveu a demandé à Édouard III d'annuler l'accusation de trahison, mais la demande a été ignorée. Ironiquement, l'insistance d'Édouard II à revendiquer la couronne écossaise et son échec contre les Écossais ont conduit à une trêve avec l'Écosse 3 mois après l'exécution de Harclay. La chronique de l'Annercost déclare que, je cite, « Harclay méritait la mort selon les lois des royaumes, mais ses bonnes intentions pourraient encore l'avoir sauvé aux yeux de Dieu. » Maléfique, vil et méchant. L'exécution par pendaison, éviscération et écartèlement visait à prolonger la douleur autant que possible. C'est devenu une forme d'art d'essayer de garder la victime en vie le plus longtemps imaginable. C'était une méthode d'exécution uniquement pour les plus défavorisés socialement. La perfidie de la victime ne servait qu'à justifier que l'État avait raison de mener une telle vengeance féroce. Cela servait également d'avertissement à quiconque envisagerait de violer la confiance entre un roi et ses sujets. La sentence de pendaison de Dessein et de Carthage a été officiellement retirée du droit anglais en 1870. Cela signifie que vous pouvez vous révolter autant que vous voulez. Merci d'avoir vu cet épisode de Folie médiévale. J'espère que vous avez apprécié et que vous êtes reconnaissant de ne pas être coupé en 4 actuellement. Un grand merci à tous nos récents abonnés. C'est génial de voir autant de monde sur la chaîne. Si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et laissez-nous savoir vos préférences futures en commentaire. Bonne semaine à la vôtre.